Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et vous voyez, il y a un point commun, mais en fait c'est un point aux antipodes, entre Jean-Michel Jacquemin Raffestin et Jésus-Christ. C'est pas tout à fait la même catégorie dans laquelle ils boxent, mais quand même. Jésus-Christ disait « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jean-Michel Jacquemin Raffestin répète sur 3 volumes, et 3 gros volumes, parce qu'il travaille, Jean-Michel Jacquemin Raffestin, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Et il en est au tome 3. Au tome 3, nous l'avions déjà reçu. D'abord, il a fait le tome 1, le tome 2, et puis il y va. Alors en plus, il faut que je vous dise, c'est que beaucoup de gens disent « Mais comment tu reçois Jean-Michel Jacquemin Raffestin ?» C'est un complotiste. Ah bon? Oui, c'est un complotiste, il est sulfureux. Regarde par qui il fait les préfaces. La première préface, c'est Martine Vonner, l'ancienne députée. La seconde, c'est maître Carlo Alberto Brusa, l'avocat. Et puis avec le docteur Éric Loridan. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, c'est intéressant parce que ce qu'il a écrit, lui, il y a 2 ou 3 ans, comme d'autres, rappelez-vous, Raoult, Perron, et puis beaucoup d'autres, Christine Coton, et puis tous les autres. Et aujourd'hui, ils sont relayés quand même, il faut le dire, par des gens en Amérique et ailleurs. Et ils sont relayés par n'importe qui, par Robert Kennedy Jr. Si c'est Trump demain qui est président, Robert Kennedy Jr. prend le ministère de la Santé. Et ça va débouler du point de vue de Big Pharma. Ça va pas être très, très, très amusant. Alors, peu importe, on va pas anticiper. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça, sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais vous avez en tout cas une espèce de prise de conscience qui est très forte un peu partout dans le monde aujourd'hui, et on le voit, et ça ne va faire que s'accentuer. Mais Jean-Michel Jacquemin Raffestin, moi j'ai une question à vous poser d'abord. Pourquoi vous avez besoin de faire aussi important? C'est les informations, c'est ça? On voit le travail que vous faites, mais pourquoi vous faites 3 gros volumes comme ça? Bonjour André, d'abord, merci de me recevoir. Le 3e volume n'était pas du tout prévu. Mon éditeur m'avait demandé s'il y aurait un tome 3, et j'avais dit non, parce que je veux écrire sur la guerre que les États-Unis font justement à la Russie, sur le dos de l'Ukraine et de l'Europe. Ouais. Et puis au fur et à mesure où j'ai plongé dans les documents que je collectais depuis 2-3 ans, je me suis aperçu que finalement ce serait un tome 3 parce qu'on retrouvait les mêmes individus pour mettre la pagaille dans le monde. Partout, donc c'est devenu un tome 3. Alors justement, vous faites vraiment c'est vraiment très informé. On peut être d'accord avec vous ou pas d'accord avec vous, mais il y a des informations, des extraits vraiment de discours, des extraits de documents. Franchement, là, vous parlez. Alors là, c'est effectivement axé sur ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, mais pas depuis 2 ans, mais depuis 15 ans, 10 ans. Depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans. J'ai trouvé des documents qui prouvent qu'il y a 30 ans, tout avait déjà été préparé, scénarisé, dans le détail. J'ai mis documents à l'appui, toujours. Oui. Et j'ai mis en note les notes de bas de page pour que les lecteurs puissent télécharger ces documents. Ils sont sur Internet, on les trouve. Il y a même un document qui date de 1954, où déjà à l'époque de l'URSS, le FBI avait demandé à une université américaine de faire un document, de rechercher comment détacher l'Ukraine de l'URSS. Donc évidemment. 54. Voilà, donc évidemment en 91, quand il y a eu l'explosion de l'URSS, ils ont sauté dessus, et ça fait quand même 30 ans qu'il y a des militaires américains et britanniques en Ukraine. Et on entend beaucoup la question, est-ce que l'Ukraine va pouvoir rentrer dans l'OTAN? On ferait mieux de demander depuis quand l'OTAN est rentré en Ukraine. Alors racontez-nous un peu comment ce processus s'est passé, parce que il y a certes les élections américaines d'aujourd'hui et demain, mais enfin il y a pendant ce temps la guerre continue, les guerres continuent. Alors racontez-nous un peu la genèse de ce qui s'est passé avec ce que vous avez découvert par rapport à ce qu'on ne connaît pas encore. Alors déjà, si vous le permettez, j'aimerais planter le décor. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, que les États-Unis ont 850 bases militaires dans le monde, dans 80 pays, avec 200 000 militaires. La Russie en a 15, une en Syrie, et les autres sont dans les anciennes républiques soviétiques, et la Chine en a 15. Donc vous voyez quand même... 850. USA 850, Chine 15, Russie 15. Et 15 et 5 de l'autre côté. C'est ça. Voilà. Et les 850 bases, vous parlez en dehors des États-Unis? Oui, en dehors des États-Unis, dans 80 pays.
D'accord. Dans 80 pays. D'accord. Voilà. Et donc, Allez-y. ça fait 30 ans qu'ils essayent de prendre la main en Ukraine pour déstabiliser, justement, parce que, et ils le disent, ils s'en cachent pas. Mais pourquoi faire? Pour Quels sont leurs intérêts? Alors déjà, ils veulent garder l'Asie pour eux. Vous avez dû voir dans le livre, il y a la carte de la Nouvelle-Russie. Ils l'ont divisée en 42 pays. Mais qui ils? Justement, non, je vous demande. Les Américains, Northern, ça s'appelle Northern. Non, et c'est tout un est prévu. pouvoir américain, pas. Quand vous dites les Américains, c'est trop vaste, pardon. C'est qui a fait ça? La CIA, C'est la CIA. le FBI, l'armée et le DOD. On D'accord. retrouve le DOD qu'on avait trouvé dans le tome 2 pour une certaine injection. C'est toujours les mêmes. C'est pour ça que c'est devenu un tome 3, justement. D'accord. Voilà. Et alors, donc, continue à planter le décor. Je vais continuer à planter le décor. Imaginez que Poutine fasse une révolution à Mexico. Il met en place un président mexicain à sa botte. Ils prennent une Russe, il lui donne la nationalité mexicaine, et dès le lendemain, elle est ministre des Finances. 2-3 mois après, ils font pareil avec une autre pour qu'elle soit ministre de la Santé. Et puis, ils construisent une douzaine de bases militaires à la frontière américaine. C'est ce qui s'est passé. Et 42 laboratoires Biolab. Vous voulez dire c'est les USA et l'Ukraine, ça? Pensez-vous que les USA resteraient passifs? Non, c'est pour expliquer ce qui s'est passé réellement, c'est ce que les Américains ont fait en Ukraine. Donc, imaginez l'inverse au Mexique. Est-ce que vous pensez que les Américains resteraient passifs? Non, certainement pas. Voilà. Et il faut savoir que... Et pardon, excusez-moi, vous parlez dans votre livre aussi l'exemple Kennedy-Khrouchtchev. Oui, bien la crise sûr. des fusées à Cuba, il faut le rappeler. Bien sûr, en 62, Kennedy et Khrouchtchev ont quand même réussi à s'entendre pour arrêter ce qui aurait pu devenir la Troisième Guerre mondiale à l'époque. Et aujourd'hui, on a des dirigeants qui sont pas capables. Mais c'est pas qu'ils ne sont pas capables, c'est qu'ils ne veulent pas du tout arrêter ce qui se passe. Il faut bien savoir que les Américains avaient très peur de l'entente Allemagne-Russie. La force de la Russie, la force économique de l'Allemagne, il fallait absolument la détruire. D'ailleurs, les Suédois ont sorti un article qui est dans le livre, dans lequel ils expliquent comment détruire la Russie en lui arrachant l'Ukraine. Mais c'est vieux. Déjà, Condoleezza Rice expliquait à l'époque. Condoleezza Rice, c'était du temps de Bush, ça. Oui, c'est ça. C'était la secrétaire d'État, enfin l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, expliquait que la Russie, 80% de l'économie de la Russie tenait avec le gaz et le pétrole, et que si on leur coupait ça, eh bien on pourrait gagner sur eux. Voilà. Donc on arrive à Nord Stream. Oui. Alors Nord Stream, c'est tout à fait extraordinaire. Le gazoduc, je rappelle. Le gazoduc. Oui. Alors, faut quand même rappeler que c'est pas le premier gazoduc que les Américains font sauter. Sous Reagan, ils ont déjà fait sauter un gazoduc russe, grâce aux informations données par le président Mitterrand à l'époque. Donc ils ont l'habitude de ça. Et ils ont largement annoncé, donc déjà Condoleezza Rice, Victoria Nuland avait aussi expliqué que si on coupait le gaz, et ben finalement la Russie tomberait. Ils étaient très très sûrs que la Russie allait s'effondrer, que l'économie russe allait s'effondrer. Alors qu'aujourd'hui, elle est devenue la 4e puissance économique mondiale. Et rappelons, Bruno Le Maire le disait aussi. Voilà. Le président Biden, en janvier 2022, à Washington, à côté du chancelier allemand, a déclaré que si les Russes franchissaient la frontière, eh bien le gazoduc serait terminé, il le ferait sauter. Ils s'en sont absolument pas cachés. Et puis alors il y a que des médias français, des journalistes français qui aujourd'hui ne savent pas qui a fait sauter le gazoduc. Mais enfin sinon les gens qui s'intéressent un petit peu et qui s'informent, tout le monde le sait. D'ailleurs Victoria Nuland a dit que ça ne restait à présent qu'un tuyau qui allait rouiller au fond de l'océan et que c'était très bien. Vous avez l'ancien ministre des Affaires étrangères de Donald Trump qui a tweeté merci, thank you USA. Donc le polonais, vous voulez dire? Oui. Oui, de Donald Tusk. De Donald Tusk. C'est ça, oui. Tusk. Donc tout le monde sait aujourd'hui, à part nos politiques français. Si je m'en tiens à l'ancienne porte-parole du gouvernement, qui ne voyait pas du tout qui avait pu faire sauter Nord Stream.
Alors, au-delà de ça, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, alors, on ne veut pas rappeler les accords de Minsk, on ne va pas rappeler ce qui s'est passé, vous le racontez absolument dans votre livre, mais ça, on le sait, mais vous le développez. Ce qui s'est passé, vous vous rappelez, la tentative en avril à Ankara entre Zelensky et les Russes, ils allaient arrêter la guerre 1 mois et demi après. Boris Johnson est venu en disant, attention, vous aurez les armes, vous aurez tout, etc. Voilà. Mais avec le recul, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, vous dites ne leur pardonnez pas. Au fond, c'était vraiment une tentative de démembrement de la Russie, et vous dites prendre l'Ukraine. Est-ce que quelque part, ils ne l'ont pas déjà prise par les achats de territoires, etc., de terrains de blé, enfin de domaines blé, etc. Oui, bien sûr. L'Ukraine n'appartient plus à l'Ukraine, elle appartient à BlackRock, qui a acheté énormément de sociétés. Alors bien sûr, on lit la désinformation en disant mais non, les sociétés restent ukrainiennes, le PDG est ukrainien. Oui, c'est vrai, les PDG sont ukrainiens, mais si vous remontez pour avoir les actionnaires, on s'aperçoit que ça appartient à des holdings qui ont leur siège à Chypre ou au Luxembourg. Et puis en remontant, ces holdings eux-mêmes appartiennent à BlackRock ou à Vanguard. BlackRock ayant des parts dans Vanguard, Vanguard ayant des parts dans BlackRock. Ouais. Et donc ceci fait que aujourd'hui, là où on en est aujourd'hui, 2024, dans cette région du monde que vous analysez, etc., on en est où dans le rapport des forces, compte tenu de ce qui passait à Kazan avec les BRICS, enfin dont vous parlez aussi, on en est où d'après vos recherches et d'après ce que vous dites? On en est à un changement catégorique dans le monde, je pense, dans le monde. D'abord parce qu'avec les BRICS, la dédollarisation s'accélère beaucoup. Alors on va voir quel sera le résultat des élections américaines. Mais les BRICS se prennent de plus en plus d'ampleur. Il y a des nouveaux, je lisais là, il y a 25 partenaires qui vont rentrer l'année prochaine. Rentrer, oui. Donc c'est évident que les Américains et le dollar perdent la partie. Pour le moment. Alors, oui, on va juste en parler après cette petite pause, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, et on va revenir à un certain nombre de faits que vous racontez dans votre livre et qui sont assez parlants. Et si vous voulez réagir ou vous voulez poser une question, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Jean-Michel Jacquemin-Raffestin. Ne leur pardonnez pas, tome 3, ils savent très bien ce qu'ils font. Et là, il parle effectivement de tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore, du côté de l'Ukraine, de la Russie, des conséquences. Et puis aujourd'hui, évidemment, on est dans le village monde. On est dans le village monde et tout le monde est concerné. Alors, vous racontez très bien depuis l'Euromaïdan, depuis tout cela, comment cette guerre évolue. Vous êtes remonté d'ailleurs 1954 pratiquement, les accords de Minsk, ça on a parlé. Et au fond, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une espèce de volonté, effectivement, qui existe depuis Zbigniew Brzezinski, vous savez, le grand échiquier, etc. Oui. Enfin, vous en parlez aussi. En 97. C'est 97, c'est 97, ça. Alors, rappelez un peu quel était, justement, le programme des néoconservateurs de l'époque. Bien, déjà dans son livre, Le grand échiquier, il expliquait qu'il fallait absolument séparer l'Ukraine et que c'était facile économiquement de faire tomber la Russie. Donc, mais 97, mais il y avait déjà des rapports qui étaient préparés depuis 91, 93. Oui, depuis l'effondrement de l'URSS. Oui, depuis l'effondrement, et ouais. Ils ont vu ça depuis très très longtemps. Et ils sont en Ukraine depuis l'époque. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des accords, même s'il n'a pas été écrit, que l'OTAN ne franchirait pas telle ou telle frontière à l'Est, et c'est pour ça que la Russie a accepté que l'URSS, la réunion de l'Allemagne. Alors justement, il y a eu des accords, même si pour certains journalistes qui ont dit à un général, non, il n'y avait pas d'écrit. Oui, il y a eu des accords, ils sont dans le livre, on peut les trouver, qui ont été faits en 93, à l'époque de Boris Eltsine. Et oui, il y a eu des accords de fait, comme il y a eu des accords, vous avez parlé tout à l'heure des accords de Minsk. En Turquie.
Non, Alors, en Turquie, d'Ankara, bien sûr. 2 mois après les accords d'Ankara, 2 mois après l'entrée dans l'opération spéciale, il y a eu des accords de signés, ils étaient d'accord d'ailleurs, et dans ces accords, il était convenu que la Russie devait se retirer de la région de Kiev. Tout à fait. Et quand Poutine a tenu ses engagements et qui s'est retiré, les médias ont dit oui, Poutine est en train de perdre, il se retire. Alors que pas du tout, c'était les engagements, il tenait les engagements qui avaient été signés. Et si ça avait été arrêté à cette époque, si ça avait été signé à cette époque, c'est des centaines de milliers de morts en moins, puisque à la fin de l'année dernière, on était à 500 000. Même Robert Kennedy, dont vous avez parlé tout à l'heure, dans une interview, parle de 500 000. Et là, cette semaine, j'ai vu que depuis le début de l'année, on est à 480 000 morts en Ukraine. Et ce que la télévision française ne montre pas, mais par contre que la télévision allemande montre au journal, c'est les rafles dans les rues. À la sortie des cinémas, ils ont fait un reportage où on sort un homme de sa voiture, il est avec ses enfants, avec sa femme, on le sort de sa voiture, on le met dans un camion et puis quelques jours plus tard, il se retrouve au front. Ouais. C'est terrible ce qui se passe en Ukraine. Les Français sont pas informés, mais c'est vraiment des rafles continuelles. Vous allez chercher votre pain, vous rentrerez pas chez vous. Ils cherchent à tout le monde soldat, tout le monde ils ont plus d'armée et le pire, André, c'est que le rapport Rand dont je vous parle, qui est de 94, c'est indiqué dans le rapport que de toute façon l'armée ukrainienne va s'effondrer, qu'elle sera détruite. C'est prévu. C'est la Rand Corporation qui avait écrit ça. Oui. C'est dans les rapports. Donc tout est prévu, même la chute de l'Ukraine, quoi. Oui, et donc nous allons remplacer par tel ou tel pouvoir, enfin ça on l'a vu d'ailleurs après Maïdan, après tout cela, qui on a mis à la tête. Mais alors les gens ne savent pas, excusez-moi, les gens ne savent pas non plus qui est Zelensky. Alors qui est Zelensky? Voilà. Alors en dehors du fait où c'est un individu qui sait jouer du piano avec un organe, avec un certain organe, c'était un clown. Un comédien qui a, en 2012, 2 ans avant le Maïdan, a tourné un film dans lequel il était Napoléon qui allait envahir la Russie. Et les Américains l'ont vu. Et le film a très vite disparu d'ailleurs en Ukraine. Et ils ont les scénaristes ukrainiens, enfin tourné en Ukraine. Oui. Ouais, les scénaristes d'Hollywood ont préparé une série, Serviteurs du peuple, où un professeur d'histoire, Soloboreko, devient président d'Ukraine. Il y a eu 3 séries. C'était joué par Zelensky. Joué par Zelensky. Il y a eu 3 saisons. La 3e saison, le dernier épisode où il est élu président, s'est passé le 4 jours avant le 19 mai 2019. Et naturellement, il gagne. Et 4 jours après, il y avait l'élection en Ukraine et il a été élu au premier tour. C'est la meilleure campagne préélectorale qu'il y ait jamais eu au monde. Mais ce sont les scénaristes d'Hollywood qui l'ont fait. Et donc c'est vraiment la marionnette des Américains. Je pense sincèrement, je le casse assez dans le livre, donc je pense sincèrement que quand il a été élu, il pensait vraiment qu'il allait pouvoir faire la paix avec les territoires. Il peut-être être sincère à ce moment-là. Je pense qu'à ce moment-là, il était sincère. Ouais. Ensuite, il a été très vite rattrapé par la part nazie à la Rada. La Rada, c'est l'Assemblée nationale ukrainienne à Kiev, donc la Rada, où il y a un fort pourcentage de nazis. Et dès septembre 2019, il a été rattrapé par eux. Et ils l'ont pas laissé faire ce qu'il voulait. Il a été pris en main et puis... Après, je pense que la moutarde lui est montée au nez. Enfin, quand je dis la moutarde, c'est peut-être la farine autre plutôt. Chose, oui. Voilà. Mais il a vraiment été, il est vraiment devenu le pantin de la narine, c'est ça? Oui, il est vraiment devenu le pantin des Américains. Mais alors, justement, c'est intéressant parce que comment vous expliquez que toute la presse occidentale et en tout cas, la grosse majorité des médias ont pris fait et cause pour Zelensky. Évidemment, l'Ukraine était envahie, on peut comprendre. C'était le Goliath russe qui envahissait le David ukrainien, mais certains allaient jusqu'à comparer effectivement Poutine à Hitler et Zelensky à Churchill. Oui, alors là, ça va un peu loin quand même, comparer Zelensky à Churchill. Oui, c'est monsieur BHL qui a dit « je l'ai pris pour un Coluche » et quand je l'ai vu dans la rue dire à Biden « j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes », il était devenu Churchill. Ouais. Bon, oui, je n'ai pas un taxi pour rentrer aux États-Unis, voilà, etc. Non, mais au-delà de ça, au-delà des déclarations de tel ou de tel,
Qu'est-ce qui fait qu'on a pris, et ça va au-delà, on dit mais oui, il faut les aider, regardez, l'Union européenne, d'Ursula von der Leyen à Biden, en passant par toute l'Europe, il faut absolument, et encore aujourd'hui, aider l'Ukraine. Vous vous dites quoi? Il faut plus les aider ou quoi? D'abord, c'est très simple. Nous n'avons plus de médias, nous n'avons plus de journalistes, nous avons des influenceurs. Déjà, on a déjà vu ça depuis 3-4 ans, quand même. Ce sont des influenceurs. Ils ne disent pas la vérité. Pourquoi? Écoutez, je ne sais pas. Peut-être que si on leur supprimait les subventions et qui gagnent de l'argent simplement par le travail, peut-être nous diraient-ils la vérité. Je pense qu'ils ont tous oublié la charte de Munich du journaliste, tout simplement. Oui, mais enfin, d'abord, ne généralisons pas. Et il y en a, tous ne sont pas comme ça. Non. Et il y en a qui la grande majorité très bien leur boulot. Mais disons simplement, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, qu'est-ce qui fait que, au-delà des médias, qu'est-ce qui fait quand même que les politiques, les chefs d'État, ont pris effectivement position tous, et encore aujourd'hui, quand il y a une légère réticence, ou même une réticence comme Viktor Orban, ou le président tchèque, slovaque, Fico, etc., on leur tombe dessus. Ça, ce sont vraiment des hommes politiques qui aiment leur pays et qui défendent leur pays. Mais eux, ils font pas partie de Davos. Ils n'ont pas été cooptés par Davos. Ils n'ont pas été mis en place par Davos ou par les Bilderberg ou par la trilatérale, comme nous avons Monsieur Macron, comme il y a eu Rishi Sunak, comme il y a eu Boris Johnson, comme il y a Trudeau au Canada. Tous ces gens-là sont des pantins qui sont aux ordres de ceux qui dirigent au-dessus. Oui, mais alors justement, vous dites pantin ou pas pantin, mais il y a quand même... c'est là où vous serez un peu complotiste ou un peu beaucoup. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'il y a besoin, il y a un complot de gens qui sont ensemble, qui disent, voilà, on va faire ça et ça, ou pas? Je crois que le conflit en Ukraine démontre bien un complot, quand même. Aujourd'hui, on est tous conscients que c'est un complot. On massacre des centaines de milliers de gens pour prendre le pouvoir en Ukraine, pour simplement détruire la Russie. Et qu'est-ce qui se passe? Mais la Russie, elle n'est pas détruite du tout, elle est encore plus forte qu'en 2022. Et puis ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, on n'a pas droit aux produits russes, le pétrole, le gaz, tout ça, on n'y a pas droit de Russie. Mais on le reçoit quand même parce qu'il passe par l'Inde, et l'Inde nous le revend en prenant son pourcentage. Il faut savoir que les Américains n'ont pas arrêté d'acheter de l'uranium en Russie. Au contraire, ils continuent d'acheter de l'uranium. Ce qu'ils ont besoin, ils continuent de l'acheter en Russie. Donc c'est vraiment de l'hypocrisie politique la plus totale. C'est vrai, en tout cas, Fabien Bouglet est venu nous montrer ici, dans cette émission, la feuille de route du département d'État par rapport aux banques russes avec qui on peut toujours commercer en Amérique, c'est ça. Donc vous dites, pendant la guerre, le business continue. Je parle de lui dans le livre, d'ailleurs. Ouais. Pendant la guerre, le business continue, quoi. Voilà. Et vous, en fait, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, en fait, qu'est-ce qui vous motive à écrire tout cela? Qu'est-ce qui pour vous, c'est quoi? Comme vous l'avez fait pour les précédents livres sur le Covid ou autre. C'est quoi ce qui Je pense que c'est une mission de vie, mais c'est surtout passionnant parce que je fais ce qu'a dit Monsieur Philippe de Villiers un jour. Il a tiré le fil et puis il y a tout qui vient. Et quand on commence à chercher, on trouve tellement d'informations, puis ça nous renvoie sur d'autres, puis sur d'autres et sur d'autres, et c'est passionnant comme travail. Alors écoutez, on va continuer à parler de ce travail. Effectivement, beaucoup vont dire mais c'est pas vrai, d'autres vont dire mais oui. En tout cas, écoutez, lisez et cherchez et documentez-vous vous-même, puisque toutes les références les documents officiels sont vrais, c'est des documents d'État, comme cas, toujours avec tous les liens, effectivement. On se retrouve avec Jean-Michel Jacquemin-Raffestin juste après cette petite pause. André Berkoff reçoit aujourd'hui dans son face-à-face Jean-Michel Jacquemin-Raffestin pour son dernier livre, Ne leur pardonnez pas, le tome 3. Si vous avez une question ou vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Jean-Michel Jacquemin-Raffestin. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Tome 3 aux éditions Nouvelle Terre. Marie, je crois que nous avons... Oui, nous avons un auditeur en effet, et c'est Georges qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Georges. Bonjour Georges. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute, Georges. Oui, d'abord, vous remercier de cette émission. Dire qu'en fait, beaucoup de gens pensent comme les propos que j'ai entendus, Oui. mais il y a une espèce d'omerta dans le pays où tout le monde a peur de dire, de parler, de dire. Tout le monde a peur, vous dites. Mais pourquoi tout le monde Oui. a peur? Pourquoi? De quoi, Georges? De quoi on a peur? Non, mais ça m'intéresse vraiment quand vous dites tout le monde a peur, à votre avis. Parce qu'actuellement, il y a un politiquement correct, tout simplement. J'ai pu vivre même ça dans des réunions en famille, avec des amis, on a failli discuter, notamment avec la jeune génération qui n'a pas connu l'époque de l'Union soviétique, tout ça. Ouais. Et donc, il y a voilà. Je suis allé en Ukraine quelques temps avant le Covid, comme ça, en voyage, j'ai regardé, et j'ai parfaitement compris que c'était quoi, en 2019. Voilà. Que c'était, avant pardon Covid, hein. Ah oui, avant 2001. 2019, ça va. Oui. 2019, 2019, hein, d'accord. Voilà, avant le Covid. D'accord. Bon. Et là, je suis allé faire un tour à la centrale nucléaire. Et puis, j'ai pu voir. Oui. Et vous avez vu quoi? Vous avez vu quoi, Georges? Des vitres, avec des impacts de balles. Et on m'a dit qu'on s'entraînait là, à balles réelles. Alors là, je me suis dit, oulala, les accords de Minsk, c'est terminé. S'ils s'entraînent au combat urbain à balles réelles, eh ben, alors les accords de Minsk. C'était où? C'était où vous avez vu ça? À Kiev? Eh ben, à Tchernobyl. Ah, d'accord. À Tchernobyl. C'est où, Tchernobyl? Quand vous voyez des choses comme ça. C'est où, ça? Tchernobyl, c'est juste. Ah, Tchernobyl. Mais Tchernobyl, c'est pas en Ukraine, Tchernobyl, pardon. Ah, si, pardon. Tchernobyl, c'est en Ukraine. Tchernobyl, en Ukraine, oui, c'est moi qui suis perdu, là. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez des impacts de balles, à balles réelles. Ouais. Donc, on me dit, c'est l'armée ukrainienne. C'est quelqu'un de l'armée ukrainienne qui m'a dit, bon, ça entraîne à balles réelles. D'accord. Donc, dans mon service militaire, j'ai jamais entendu parler, et pourtant, j'étais un régiment de commando, des impacts de balles à balles réelles. D'accord. Jamais. Donc là, ça veut dire tout simplement, on se prépare. On se préparait déjà. Oui, alors ça, je vais vous dire, Georges, de toute façon, la guerre du Donbass était engagée déjà depuis 15 ans. Hein. C'était le Donbass, c'était pas, voilà, mais déjà, il y avait la lutte entre les russophones du Donbass et c'est bien ça. C'est bien ça. Et l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a fait une grave erreur puisqu'il a reconnu que la guerre était engagée depuis 2014. Donc si l'OTAN reconnaît ça, ce n'est plus Vladimir Poutine qui a déclenché la guerre. Ils ont bien reconnu que c'était eux, l'OTAN, en 2014. 2014, oui, d'accord. Merci. Vous aviez une autre question à poser, Georges, ou à... Oui, alors juste une dernière chose qui m'a profondément choqué quand même, Boga. Oui. Puisqu'on parle actuellement de tout ce qui se passe en Israël. Là, dans mon voyage, je suis allé au Raven Babi Yar, d'accord? Et l'avenue de Moscou qui est juste collée au Raven Babi Yar, hein. Ah oui, au Babi Yar, où il y a eu le massacre. Oui, bien sûr, le massacre, hein. Bon, ils l'ont appelé, je crois, avenue Bandera. Oui, hein. Faut quand même le faire, hein. Faut quand même le faire. Le chef des SS ukrainiens. Et alors, dernière chose que je veux dire, c'est des trucs qui se préparent depuis longtemps, qui sont vieux, j'appelle ça de réel politique. En 1945, Winston Churchill, dont on parlait tout à l'heure, hein, il a fait venir des milliers de SS ukrainiens en Angleterre. Vous entendez? En Angleterre. Et je peux vous envoyer des documents anglais qui ne sont pas passés sur la BBC. Et bizarrement, ça a été plus ou moins censuré. Hein. Mais je les ai, ces documentaires. En Angleterre, pour ensuite les envoyer au Canada. Ah bon? Oui, écoutez... Donc, en fait, faut bien dire à ce monsieur que cette réelle politique dure à commencer en 1945. Oui, c'était pas tout à fait la même, pas pour les mêmes motifs. Ils n'osaient pas parce que c'était l'URSS. Parce que c'est URSS. Mais ils ont toujours eu des visées sur l'Ukraine.
Toujours. Ok, Georges. Non, mais ça, effectivement, il le dit, Jean-Michel Jacquemin Raffestin le dit mais très bien. Il faut savoir que Zelensky, 2 jours avant son élection, a élevé Stepan Bandera en héros national. Et puis, c'est bien connu quand même que des milliers de nazis ont été extradés aux États-Unis, au Canada, où ils ont énormément servi. En URSS aussi, à un moment donné, mais les premiers secrétaires, le premier secrétaire général de l'OTAN ou des Nations Unies, le premier président de l'Union européenne, c'était tous des nazis. Oui, enfin, il faut le savoir quand même. Oui, il y a tout le détail. Oui, non, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est-à-dire, il faut quand même. Je ne dirais pas du tout ça pour nuancer, mais on l'a dit aussi des pères de l'Europe et tout ça. Évidemment, en tout cas, cette histoire, elle est encore une fois, c'est la pensée binaire. Il y a les bons et les mauvais. Non, il y a eu des gens qui ont été dans le gris. Il y a eu beaucoup, et il faut le dire aussi. Je crois que nous avons Chantal. Oui, nous avons Chantal qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal. Oui, bonjour Chantal. Bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour Chantal. Je voudrais juste parler, donc votre invité parlait du complot, mais ce n'est même pas un complot. C'est à la vue et la su de tout le monde quand on se renseigne. Quand ils ont fait la réunion à Prague en juillet, je sais plus, c'est en 2022, où ils se sont tous réunis pour calculer comment ils allaient découper la Russie, ils ne se cachent même plus. Donc, je voudrais aussi, excusez-moi André, je voudrais juste parler des médias occidentaux. Il ne faut pas oublier que les médias anglo-saxons, en tout cas, sont beaucoup plus ouverts. Ils ont leurs défauts, mais il y a quand même le New York Times qui a sorti il y a 4-5 mois, en disant qu'il y avait bien 12 agences de la CIA à la frontière de l'Ukraine et de la Russie depuis 2013. Et je voudrais quand même, c'est pas pour défendre les journalistes mainstream, je veux bien qu'il y ait une minorité de corrompus, mais je pense que ces gens-là ont aussi énormément de pression, dans les médias français surtout, et que c'est humain d'avoir peur et de perdre son travail quand on a des familles. Alors je dis pas que c'est bien, c'est vrai qu'il y a la charge bien sûr, il faut comprendre aussi les choses. Et je voudrais il faudrait qu'ils soient plus solidaires entre eux. Et s'ils font bloc, ils peuvent gagner. Parce que je suis sûr qu'ils ne sont pas tous d'accord de ce qui se passe, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour l'Ukraine, pour beaucoup de choses. C'est vrai, Chantal. C'est compliqué. Il faudrait le dire. Non, mais c'est vrai, Chantal a tout à fait raison. Et j'en parlais dans le chapitre des médias, dans le tome 2, où un ancien directeur de France 2 a fait un livre et il expliquait, on n'a même pas à les censurer. Ils se censurent eux-mêmes parce qu'ils veulent pas perdre leur emploi. Et on pourrait revenir encore plus loin. John Siwenton, qui était le rédacteur en chef du New York Times en 1880, lors d'un banquet, alors qu'il avait un collègue qui voulait lever son verre à la liberté de la presse, il leur a dit « Mais arrêtez ! Nous ne pouvons pas écrire ce que nous voulons. Nous sommes les prostituées du pouvoir. » Ça, c'était en 1880. Non, mais je suis d'accord. Ça s'est pas arrangé depuis. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais là, vous allez un peu fort de café, Jean-Michel, parce qu'il y a eu des journalistes qui sont morts un peu partout, qui se sont battus, et il y a des journalistes qui font leur boulot. Mais vraiment, je sais pas, pour défendre la profession de journaliste, je dis encore une fois qu'il y a des gens, effectivement, d'abord, qui doivent gagner leur vie. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je crois qu'on ne peut pas faire autrement que de gagner sa vie. Mais surtout, je dirais encore aujourd'hui, je connais des jeunes comme des, je peux en citer vraiment beaucoup, qui font leur boulot. Maintenant, évidemment qu'il y a des pressions. Mais encore une fois, les pressions, c'est pas nouveau, Les pressions existent, vous savez, depuis les hiéroglyphes d'Hammurabi, Je veux dire, c'est depuis même avant Gutenberg, dont nous ne racontons pas d'histoire. C'est comme dans tous les métiers de la vie, il y a des gens qui résistent et des gens qui se couchent. Bien sûr. Mais ce ne sont pas ceux qui font le journal de 20 heures en France. Je vous laisse cette opinion, cher Jean-Michel. Quand on regarde le journal de 20 heures en Allemagne, on voit la différence. Le journal de 20 ans en Allemagne ou peut-être ailleurs. Je ne l'écoute pas, malheureusement, je comprends pas. Non, mais Chantal avait raison. Les journaux américains les journalistes sont beaucoup plus libres. Ils ont sorti des documents. Vous savez pourquoi? Parce très important. Il y a quelque chose, je répète, parce que nous sommes en période d'élection, il y a quelque chose de très important dans la Constitution américaine, et il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à l'Amérique, mais pas ça, c'est les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs existent aux États-Unis. Le premier amendement sur la liberté d'expression est un vrai premier amendement sur
protection de la liberté d'expression. Et heureusement qu'il y a ça. Je souhaite qu'il y ait d'ailleurs cet amendement dans la Constitution française. Je crois que nous avons aussi encore un nouvel auditeur, c'est Dominique qui nous appelle de Charente-Maritime. Dominique, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voulais compléter un petit peu, vous citez une référence de livre, compléter le propos que je trouve très intéressant et juste de votre invité, dont j'ai oublié le nom. Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, bonjour à lui et puis bonjour à vous. Merci aussi pour vos émissions. Et donc j'avais lu il y a déjà un moment, parce que ça date de 2004, un livre qui s'appelle Les guerres scélérates, qui a été écrit par un ancien fonctionnaire du département d'État américain, qui s'appelle William Bloom. Et il décrivait avec toutes les références, c'est-à-dire fastidieux à lire parce que toutes les références y sont très bien documentées, les guerres scélérates menées par les USA à l'aide de la CIA et de l'infiltration dans tous les pays pour déstabiliser des pays en développement qui représentaient une richesse. Il avait écrit l'État voyou et c'est un livre qu'il faut lire aussi parce que, je ne sais pas s'il est encore édité, mais c'est très intéressant parce qu'on comprend les rouages de la politique américaine, la politique étrangère. Ok, Dominique. Est-ce que j'ai encore le temps de vous citer une phrase très courte qui est citée dans... Alors, ce qu'il disait à l'époque, c'est George Kennan, qui était un responsable de la planification politique très connu, très grand diplomate. Absolument. En 1948, il écrivait « Nous possédons environ 60% des richesses mondiales, mais seulement 6,3% de la population mondiale. Notre tâche dans l'avenir est de maintenir cette situation de disparité. » D'accord. 6,3 et 60%. Mais écoutez, je ne sais pas si on en est encore là aujourd'hui en 2024. On le verra. On se retrouve peut-être après une petite pause. On se retrouve juste après ça, mais vous pouvez continuer à nous appeler pour réagir ou poser votre question en composant le 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est le tome 3, c'est le tome 3, L'Empire du mensonge et l'édition Nouvelle Terre. Alors effectivement, on avait envie d'écouter, mais je ne l'ai pas mis, la merveilleuse chanson de Jeanne Moreau et de Rezvani, J'aime tes mensonges. Mais au fond, Jean-Michel Jacquemin Raffestin, vous racontez tout cela et c'est bien, mais au fond, est-ce que le mensonge n'est pas consubstantiel au pouvoir, de quel côté qu'il soit, russe, américain, gauche, droite et autres? Est-ce que ce n'est pas à nous et au peuple et à tout le monde d'être vigilants? C'est à nous d'être vigilants, justement. Vous me demandiez tout à l'heure ce qui me poussait à écrire. C'est parce qu'il y a une époque où je travaillais, j'étais marié, j'avais 4 enfants et je n'avais pas le temps de m'informer. Et à l'époque, j'aurais pu avaler toutes les informations qu'on me donnait. C'est justement parce qu'aujourd'hui j'ai le temps, je suis en retraite, donc je peux écrire, je peux faire mes recherches, et je le fais pour ceux qui n'ont pas le temps, pour leur donner l'envie de, justement, c'est pour ça, dans ce livre, il y a 700 notes de bas de page, le précédent, il y en avait 1500, mais donc j'étais hier soir avec un de mes lecteurs, il me dit, je passe 3 fois plus de temps dans les recherches que tu me fais faire que dans la lecture, parce qu'il me dit quand on va dans les notes de bas de page, on trouve des informations, les documents, on peut télécharger les documents et j'apprends plein de choses. Déjà, et finalement, je leur donne l'envie de chercher par eux-mêmes. L'envie d'avoir envie de chercher, effectivement. Voilà. Ça fait 572 pages déjà sans les notes, votre livre. Mais dites-moi, je vous pose une question quand même, parce que incontestablement, je ne sais pas, vous m'avez dit hors antenne qu'un Russe aurait pu l'écrire. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu agent russe, Jean-Michel? Est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu stipendié? Dites-moi. Alors, j'ai commencé par le livre pour expliquer justement, j'aimais beaucoup l'Ukraine puisque je suis allé en Ukraine. J'ai commencé ma vie de journaliste et d'écrivain par Tchernobyl. Il y a eu 4 livres sur Tchernobyl, donc voilà. Dont le vôtre. Je connais bien je connais bien, non, mais je connais un peu
ce pays. J'ai même été félicité par le président ukrainien pour le premier livre, qui était Leonid Kuchma à l'époque. Ah oui. Voilà, donc j'ai planté le décor, j'ai rien contre l'Ukraine et j'ai rien contre Poutine non plus. Je veux dire, moi ce que je cherche c'est la vérité. Donc tous les documents que j'ai mis, les recherches que j'ai fait, c'est la vérité. Il y a pas. Vous avez commencé, c'est ça, c'est votre premier livre, Tchernobyl, la France contaminée, par préface de Théodore Monod. Voilà, c'est le tout premier. Absolument. Préfacé. J'ai eu la chance et l'honneur d'être préfacé par Théodore Monod pour un premier livre. J'avais même pas réalisé à l'époque l'honneur que c'était de rencontrer ce grand monsieur. Et je dois dire que vous avez fait 5 livres sur Tchernobyl. Oui, 4, et puis j'ai participé à un autre en tant que co-auteur avec des noms prestigieux comme Alia Raushinskaya, Mikhail Gorbatchev. Et puis Fukushima. Zdeněk Alexievitch qui a eu le prix Nobel de littérature en 2015. Alors justement, votre goût, c'est de chercher et de donner les documents en disant, écoutez, lisez-les, etc. Alors aujourd'hui... C'était pareil pour les deux précédents sur les vaccins et les injections. Tous les documents venaient d'organismes d'État, le CDC, le NIH, l'ONS anglais, l'Institut John Hopkins. C'est des organismes officiels. L'information, elle est là, il suffit de la chercher. C'est vrai, il faut avoir le temps, évidemment, l'énergie de la chercher. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Comment vous voyez aujourd'hui, en tout cas, vous avez remarqué que depuis 3 ou 4 ans, quand même, il y a une prise de conscience, les gens commencent à bouger. Oui. Ce n'est plus le balancier est en train, effectivement, d'osciller, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pour parler de votre plus récent sur la guerre Russie-Ukraine et sur ce qui se passe, comment vous voyez un peu l'avenir proche? Sans faire de prédictions, mais quand même, vous voyez, ça va aller vers quoi, à votre avis? Ça va dépendre des résultats américains, je pense. C'est indéniable. Si Donald Trump est élu président, je pense qu'effectivement la guerre en Ukraine va s'arrêter très vite, puisqu'il avait même dit qu'elle s'arrêterait avant qu'il prenne possession du bureau ovale en janvier. Je pense que ça, c'est son intérêt. Mais je suis pas sûr qu'on ait le même Donald Trump qu'en 2016. Non plus. Je le suis. On va voir. Hein. On va voir. Voilà. Qui votera verra. Voilà. L'autre guerre, je suis pas sûr qu'il la fasse arrêter. Donc, on verra. Mais je pense que si j'ai eu la chance de parler avec des militaires récemment. Des militaires de quel français? Français. Oui. Si jamais c'est Kamala Harris qui passe, ça va être vraiment très chaud en Europe. Ah oui. Très chaud en Europe. Mais est-ce que ça ne va pas être très chaud en Europe? Il faut vous occuper aussi d'économie, on parle de tout. Quand, quel que soit le prêt, est-ce qu'il n'y aura pas une tendance isolationniste ou protectionniste de l'Amérique qui fera qu'ils diront, l'Europe, débrouillez-vous, quoi? Oui, Trump l'annonce que ce sera protectionniste. S'il est élu, il va augmenter les frais de douane, d'importation et tout. Donc ça posera des problèmes commerciaux à l'Europe qui n'en a pas besoin, parce que depuis l'arrêt du gaz russe et l'explosion de Nord Stream, l'économie européenne, elle s'écroule. L'économie allemande s'écroule. Beaucoup de sociétés allemandes partent aux États-Unis. Volkswagen délocalise aux États-Unis. La plus grosse firme de chimique, BASF, délocalise aux États-Unis aussi. Donc, et puis nous en France, on le voit bien. Il y a un certain nombre d'échéances qui nous attendent, qui ne seront pas gaies, il faut le dire. Non, ils ont vraiment plombé l'économie européenne bien. Alors, c'est ce qu'ils voulaient. Dites-moi, est-ce que vous êtes bien à La Réunion? Je sais que vous vivez à La Réunion, c'est pas un secret d'État. Pourquoi La Réunion? Oh, ça a été le hasard. À l'époque, il y a 16 ans, on m'avait proposé un emploi à La Réunion. Et puis, j'ai quand même payé mes livres sur Tchernobyl. Il y a eu un premier accident de voiture, une roue trafiquée, 5 tonneaux, voilà. Ensuite, il y a eu l'incendie de mon appartement. Quand je faisais des conférences, j'avais 2 inspecteurs DRG à chaque fois qui sont venus me prévenir que je dérangeais en haut lieu. Et puis ensuite, j'ai fait un livre, J'accuse, qui était très politique. Et Paris Match avait fait un article avec 3 anciens ministres rattrapés par un nuage. Madame Barzac et Monsieur Carignon n'ont pas bougé, mais Monsieur Pasqua, ministre de l'Intérieur à l'époque, a attaqué Paris Match, qui m'a demandé de témoigner. Donc je me suis retrouvé à la 17e à Paris à faire une conférence de 45 minutes. Monsieur Pasqua a perdu et un mois après, j'étais poignardé.
Voilà, donc donc je leur en ai fait un 4e, préfacé par un grand cancérologue, Dominique Bellepomme, qui est un cancérologue spécialiste dans les cancers dus aux engrais, aux pesticides, aux rayons et tout ça. Et puis après, j'ai eu là ils m'ont rien fait, et j'ai eu la possibilité de partir à la Réunion. J'ai dit j'arrête. Et je voulais pas continuer, je veux dire, j'ai repris mon autre métier. Et puis en 2011, il y a eu Fukushima. J'étais dans un ashram en Inde à l'époque. Et quand je suis repris la plume à ce moment-là. Voilà. Et en 2014, sincèrement, je vous dis la vérité, j'étais réveillé toutes les nuits avec Fukushima. Donc là-haut, je leur ai dit, j'ai compris. Je me suis remis à Fukushima. Et puis les hasards ont fait que je rencontre un Français qui était prof de français à Tokyo et qui avait des amis qui étaient sur place, parce que moi c'était pas la peine que j'aille à Tokyo, je parlais pas japonais et tout ça, et donc j'ai fait le livre Fukushima. Et puis ne leur pardonnez pas, tome 1, tome 2 et tome 3. Voilà. Merci Jean-Michel Jacquemin-Raffestin. Écoutez, lisez à vous, livre, André, surtout. Lisez, documentez-vous, et puis faites-vous votre propre opinion. Toujours votre propre opinion. Et votre opinion propre. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions d'André Berkoff en podcast sur notre site internet sudradio.fr ou en replay sur notre chaîne YouTube. Et demain, on se retrouve dès midi, mais avec une émission, André, un petit peu chamboulée. Tout à fait, c'est une émission spéciale élection américaine où nous aurons 4 correspondants des États-Unis, à New York, à Los Angeles, à Washington bien sûr, et encore ailleurs, qui vont nous raconter, parce que là on aura déjà les premières tendances, qui vont nous raconter en direct demain sur Sud Radio à Berkoff dans tous les États entre midi et 13h. Donc à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.